Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, je serai pris par le temps et j'aurai certainement pas le temps de faire la vidéo ce week-end. Alors, je la tourne, il est midi, il y a une stat, vente de détail à 14h30 aux US qui pour moi me semble importante, hein. On en a parlé dans cette transition. La transition, si vous voulez, c'est toujours la même chose, c'est qu'on est en ballottement. Donc le marché est en ballottement entre le fait que l'inflation baisse, donc également, on commence à avoir des statistiques économiques qui démontrent que petit à petit, on est en train de tirer la langue et de ralentir. Et donc, on est en train, évidemment, de se dire, ben, la Fed ne montera peut-être ses taux que de 0,25 de plus. Et après, va faire une pause. Ou peut-être on aura deux fois 0,25 sur les deux prochaines réunions. Et en gros, cet été, c'est plié. Et derrière, on passe en pause. Euh, ou l'autre, on se fait balloter de l'autre côté, ça veut dire, ok, très bien, on applaudit dès demain, il y a de la désinflation, il y a des stats qui prouvent que le ralentissement économique va être là, donc que la Fed va devoir un petit peu ne pas continuer de monter ses taux. Donc on applaudit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la récession. Mais derrière, ça veut dire, ok, récession, pas forcément. Ça peut être de la croissance très très molle, mais quand même de la croissance. Ou ça peut être de la récession, mais une petite récessionnite. Ou ça peut être le gros hard landing, crise de liquidité, fin du monde, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, ça aujourd'hui, on ne peut pas encore le savoir. On ne peut que éventuellement l'anticiper, mais c'est prendre un pari parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Et donc, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments et que ces éléments-là vont arriver au fur et à mesure dans le futur et vont nous permettre de choisir un camp camarade, eh ben, on est dans cette partie de transition. Et donc le marché joue un petit peu tout. Il est dans la capacité de jouer des valeurs technologiques, il est dans la capacité de jouer des valeurs défensives. Donc on équilibre un petit peu les portefeuilles comme ça. Et on est dans la capacité d'encore jouer beaucoup les actions, mais également de pondérer de plus en plus avec de l'obligataire. Et parce que ça rentre en concurrence. Mais en gros, on fait pas des choix. Donc le marché, globalement, c'était tout ce que je vous avais dit, c'était globalement que, je veux dire, l'inflation était forte, oui, mais les taux des banques centrales étaient remontés, mais pas au-delà de l'inflation. Donc en gros, c'était à considérer comme des restrictions financières, oui, mais comme quelque chose d'encore très accommodant. Donc on n'a pas purgé, on a décidé de lisser la purge, si vous voulez, et pas de faire des purges complètes qui auraient fait vaciller le marché beaucoup plus rapidement. Donc en gros, on essaye, si vous voulez, en lissant les choses, d'éviter tout simplement des problématiques euh, économiques, certes, mais qui mènent surtout à des problématiques sociales et donc derrière politiques. Donc on verra si cette stratégie du lissage réussit ou au contraire si elle fait derrière l'erreur. L'erreur des banques centrales, dorénavant, ça va être non pas de faire une pause, mais de ne pas baisser les taux ensuite suffisamment tôt, suffisamment rapidement, lorsque en effet on aura bien la preuve que les statistiques économiques tireront la langue. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Banque centrale, les banques centrales regardent des statistiques qui sont en retard. Il ne faut pas oublier que la majorité des hausses de taux qui ont eu lieu ces mois précédents ne sont pas encore en train d'impacter l'économie aujourd'hui. Vous avez besoin d'une gestation de 9 mois minimum. Donc c'est ça qui est important de bien comprendre, si vous voulez, c'est en gros qu'on est dans ce ballottement-là parce que le marché est partagé et va l'être de plus en plus et va petit à petit commencer à tendre vers un côté ou l'autre. Et en ce moment, donc, il est partagé entre applaudir des deux mains parce que youpi olé, ça faisait 2 ans qu'on attendait justement le retour cette baisse de l'inflation et le fait qu'on va vers le pivot de la Fed, hein, je veux dire, ça fait une bonne année globalement qu'on peut le jouer en mode de swing trade. Et finalement, maintenant que c'est là, alors on voit, on achète les stats, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que ces stats emploi, ces stats inflation, que l'on regardait comme l'huile sur le feu, qui faisait des réactions très importantes, elles sont plus si importantes que ça. Si vous regardez le Nasdaq, globalement, le Nasdaq n'a rien fait depuis le début du mois, alors qu'on a eu plusieurs stats qui ont été certes achetés, mais on est dans une espèce de ventre mou. Donc pour moi, ça c'est le signal que le marché, et ça ne va pas se faire d'un moment à l'autre, hein, il faut bien comprendre qu'en gros vous êtes en ballottement, mais petit à petit ce que l'on va voir, et ce que je pense que l'on va voir, c'est que le marché va donner de moins en moins d'importance aux statistiques inflation,
parce que ça va devenir de moins en moins important, parce que c'est fait globalement. La Fed peut monter de 0,25, mais globalement, le gros des taux est déjà monté. Donc qu'elle monte de 0,25 ou de 2 fois 0,25 encore, ça ne va pas changer vraiment la face du monde. On est d'ores et déjà, je veux dire, sur des pics de taux à 0,25 ou 0,50 près. Voilà, c'est pas vraiment important. Et derrière, ce qui va vraiment nous importer, donc, c'est est-ce que on ne va pas justement commencer de plus en plus à regarder des stats qui sont des stats de récession pour savoir à quelle sauce on va y avoir droit à ce ralentissement économique, fort, pas fort, etc. Et donc, les statistiques de vente de détail, comme on va avoir cet après-midi, potentiellement, on va voir que le marché va apporter peut-être plus de volatilité au fur et à mesure, je ne dis pas forcément cet après-midi, mais globalement, je pense qu'on va shifter. Et petit à petit, on va de plus en plus regarder peut-être ces stats de vente au détail, plus que les stats emploi, chômage et CPI. Pour autant, on va rester dans cette zone de ballottement, parce que ce qu'on s'était déjà dit depuis plusieurs semaines, c'est que l'essentiel de la désinflation aujourd'hui, sur laquelle on applaudit des deux mains et qui nous font penser que la Fed du coup a fini globalement de monter ses taux au-delà de ce qu'on a déjà prévu, c'est la baisse des énergies, des matières premières, pétrole, du gaz naturel. Or, ce qu'on s'est déjà dit ces précédentes semaines, quand on regarde le pétrole, on peut le regarder, quand on regarde également le gaz naturel, on peut le regarder, c'est bien de se dire que oui, on est dans des tendances baissières ou dans des tendances correctrices quand on regarde le pétrole, mais qu'on n'est pas à l'abri d'avoir du rebond. Alors, on voit qu'il y a des jeux géopolitiques qui sont en train de se former avec l'Arabie Saoudite, l'OPEP et compagnie, on essaye voilà, de dédollariser, de se faire de choses là. Pour moi, c'est des éléments de négo, et c'est des éléments, si vous voulez, qui prennent beaucoup plus de temps que ce que la majorité des mortels pensent. Donc il ne faut pas y voir un shift qui va se faire du jour au lendemain. Voilà, c'est un processus, mais ça peut prendre très très longtemps, et dans la vie d'un investisseur, globalement, parier sur ça, c'est potentiellement pendant 20 ans être à contre-courant. Donc il faut patienter, et on aura les éléments quand ça sera vraiment important de faire le shift. Mais là, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que comme, si vous voulez, l'ensemble de la désinflation à ce stade est lié à la baisse des énergies, il ne faut pas omettre que il va falloir encore certainement plusieurs mois avant qu'on ait une baisse justement de l'inflation liée aux produits tangibles de consommation. Et ensuite, les derniers, ça sera les services. Mais globalement, si vous voulez, vous pouvez avoir une période où vous avez un rebond des matières premières, mais vous n'avez pas une compensation suffisamment forte de la baisse justement des produits tangibles et des services d'un autre côté, qui fait que pendant quelques semaines, quelques mois, vous pouvez avoir l'impression que l'inflation stagne ou remonte. Ce qui peut refaire peur et relancer le débat sur la hausse des taux, etc. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, ce sont des peurs qui sont uniquement court terme, parce que je pars du principe, si vous voulez, que vous pouvez avoir ce rebond sur les matières premières, mais que, in fine, de toute façon, on va de plus en plus impacter la désinflation sur les produits tangibles et, in fine, sur les services. C'est une question de mois, c'est une question de temps. Mais vous pouvez avoir les prix, la volatilité du prix des énergies qui peut, du coup, vous impacter également, et cette inflation peut rester encore volatile. Ce qui fait qu'à court terme, voilà, ça peut relancer les débats sur « Ah, oh mon Dieu, l'inflation stagne, ne baisse pas ». Donc, je veux dire, on applaudit des deux mains parce que l'inflation est à 5%, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que aujourd'hui, réellement, est-ce que les matières premières peuvent aller beaucoup plus bas, les prix de l'énergie peuvent aller beaucoup plus bas? Pas vraiment. Donc, du coup, leur impact est déjà, on va dire, au max dans la désinflation. Donc aujourd'hui, si on veut que l'inflation continue de baisser, il faut qu'il y ait une désinflation sur les produits tangibles et ensuite les services qui sont toujours en inflation. Donc en gros, c'est comme ça que ça va se passer, et il faut tirer la pelote de laine et bien comprendre que c'est sur plusieurs mois. Et pendant ce laps de temps, si vous voulez, vous pouvez avoir un rebond des prix des énergies, globalement, qui pour moi sont des rebonds au prorata. On ne peut pas encore parler de relance haussière, etc. Donc on n'en est pas là. Mais vous pouvez avoir ces rebonds qui se mettent en place.
et qui joue un petit peu à nous faire reballoter dans le monde. Oh mon Dieu, l'inflation n'est pas morte, l'inflation certes a baissé, mais on va s'attendre à une inflation qui va rester aux alentours de 3-4% dans les mois à venir, et la croissance, potentiellement la croissance, on ne va pas avoir la récession, mais on va avoir une croissance molle. Voilà, donc pendant quelques mois, scénario de stagflation, hein, petit clin d'œil Charles. Mais in fine, fin d'année, peut-être qu'on jouera le scénario réellement de la récession. Et comme le marché boursier est dans l'anticipation, c'est pas parce qu'on va commencer à avoir des stats qui nous démontrent qu'on va avoir une petite récession en 2023 que le marché ne va pas jouer quelque chose d'un petit peu plus hard en anticipant déjà 2024 et compagnie. Hein, c'est comme quand on regarde les chiffres du luxe aujourd'hui, vous regardez les chiffres du luxe, ils sont très bons, très bien, mais parce que vous avez également une réouverture de la Chine. Cette réouverture de la Chine, je veux dire, dans quelques mois, on s'inquiétera qu'elle n'est pas suffisamment forte. Voilà, il y a eu cet effet réouverture, etc., mais que derrière, les problématiques chroniques de la Chine, à savoir une baisse de la demande intérieure et une baisse justement de la croissance par rapport à ce que c'était les années précédentes, ça sera toujours là. Alors après, le luxe, etc., ok, mais c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que là où on applaudit dès demain aujourd'hui sur la réouverture de la Chine, potentiellement, dans quelques semaines, on s'inquiétera que c'est pas durable, c'est pas suffisamment fort. On sait que la Chine, je veux dire, injecte énormément dans son économie également. Alors elle n'injecte pas de manière bazooka comme on a pu les faire en Occident à la réouverture du Covid. Mais si vous voulez, le bazooka est tiré de toute manière à différentes salves, mais pas tout d'un coup. Mais globalement, dans l'ensemble, sur plusieurs années, ça revient un petit peu au même. Mais voilà un petit peu pour ces éléments, et c'est bien pour ça aussi que vous avez énormément de banques centrales qui achètent de l'or, c'est pour compenser également et éviter une totale dévaluation ou trop rapide de leur propre monnaie également, c'est pour avoir quelque chose en face. Mais globalement, voilà un petit peu où on en est, donc bien comprendre qu'on est toujours dans cette phase de transition, toujours dans cette phase de ballottement, mais que petit à petit, je pense que le sujet récession va prendre le dessus, et donc on va regarder un petit peu plus des stats type vente de détail que des stats type inflation. Mais encore une fois, on va rester dans le ballottement certainement encore plusieurs semaines avant que le consensus se porte totalement sur ça et que la récession devienne le mot à la mode comparé à l'inflation qui depuis 2 ans est le mot-clé pour la plupart des articles. Donc ça, voilà, ça c'est mon élément actuellement, et c'est ça que je regarde. Donc ce qu'il ne faut pas croire, si vous voulez, c'est que le marché va passer d'un mode à l'autre, comme ça, d'un coup d'un seul. C'est quelque chose qui se fait de manière graduelle. Et donc c'est un petit peu comme quand vous avez un tremblement de terre, vous avez des répliques. Mais ces répliques, si vous voulez, au fur et à mesure, elles sont de plus en plus petites. Ben là, c'est la même chose. Je veux dire, on a eu le tremblement de terre qui était le gros morceau de l'inflation, oh mon Dieu. Mais petit à petit, voilà, vous avez des répliques, donc c'est contenu. Et donc ce que l'on constate maintenant, c'est que les répliques, qui sont les statistiques qui vont dans le sens de la désinflation, etc., la réaction du marché est réduite. Parce que globalement, qu'est-ce qu'on a fait depuis 6 mois? C'est anticiper tout cela. Le marché est au niveau auquel il est actuellement parce qu'il a anticipé la résilience de l'économie. Il a anticipé que justement les taux, l'essentiel avait été fait. Il a anticipé que la désinflation était en train. Donc on a anticipé globalement qu'on revenait dans une période de sous-vague accommodante. Par contre, ce n'est pas dit que maintenant on se mette à anticiper dans les prochaines semaines que ça va commencer à devenir un petit peu plus dur et que si les banques centrales maintiennent leurs taux, certes elles ne les montent plus, mais elles les maintiennent au niveau actuel, avec la baisse de l'inflation, en fait les conditions qui seront ces prochains mois seront plus restrictives que les conditions que l'on a eues cette dernière année. C'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand l'inflation baisse, on se retrouve avec des taux qui sont plus élevés que l'inflation. C'est là où les conditions sont très restrictives. Et quand on a vu justement qui nageait à poil actuellement avec les conditions restrictives, il faut s'attendre certainement à ce qu'on découvre qu'il y ait d'autres personnes qui nageaient presque à poil et qui, avec des conditions plus restrictives, du coup, commencent à tirer la langue aussi. Donc c'est ça la volatilité qu'il peut avoir. Et c'est ça qui peut petit à petit, quand vous allez avoir des événements, c'est pas l'événement en lui-même qui déclenche le « oh mon Dieu, la récession », c'est l'accumulation des événements qui petit à petit vont faire
faire shifter le consensus de l'ennemi public numéro un, c'est l'inflation, à l'ennemi public numéro un, c'est la récession. Et là, on va rentrer dans tous les débats, etc. Ensuite, ça sera pas juste de jeter le mot récession, parce que ça veut rien dire, c'est de savoir, ok, combien on parle, de qu'est-ce qu'on doit anticiper, une petite récessionnite ou le gros hard landing, justement, avec crise de la dette, crise des liquidités et tutti quanti. C'est ça la vraie question. Et on n'est pas là pour l'anticiper. Hein. En tant qu'investisseur, on est là pour avoir la vision de se dire, ça fait partie des scénarios à mettre sur la table, mais je veux dire, le marché peut avoir besoin d'une digestion. La transition, c'est une phase de digestion avant de choisir son camp. Et ça peut prendre du temps, et c'est ce qui peut nous faire le ballottement en attendant. Voilà, j'espère que c'est le plus clair possible, justement, pour bien comprendre, parce qu'à court terme, on va se faire balloter. Un coup, l'inflation, machin bidule, un coup, ah non, oh mon Dieu, l'inflation va remonter parce que les prix d'énergie remontent, etc. Puis un coup, ah, la récession, le truc, le machin. Voilà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, on a les résultats d'entreprise qui sortent. Ils vont certainement encore être très bons pour la majorité d'entre eux, mais ce qui est important, c'est voilà, d'écouter les perspectives. Rien que dans les perspectives du luxe, hier, c'est intéressant de comparer entre LVMH et Hermès. Vous avez LVMH qui dit en gros, bah, on a fait de très bons résultats, bah, surtout grâce à la Chine, mais on voit déjà du ralentissement sur le marché américain. Et vous avez Hermès qui dit, nous on a fait de très bons résultats, grâce à la Chine aussi, mais en fait tous nos marchés ont monté à peu près de la même manière et on ne voit pas de ralentissement. Donc on a des perspectives qui sont positives. Donc en fait ça se joue là. Ça se joue vraiment sur comment on voit les 6 prochains mois. Alors très certainement, cet été c'est la phase de ballottement, mais en gros vers la fin de l'année, pour moi c'est la phase où le marché va vraiment se poser des questions et se dire, ok, est-ce qu'on a mangé notre pain blanc ? Et donc les résultats que l'on a là sont les meilleurs résultats qu'on a eus, etc. Et que maintenant, il faut bien accepter que ces résultats-là vont baisser. Mais après, la grosse question, c'est, ok, mais de combien? Et sur quelle durée de temps? C'est ça qui va vraiment être important. Est-ce qu'on a vraiment des événements de crédit, etc., qui secouent la machine ou est-ce qu'on lisse l'affaire dans le temps? Et ça fait toute la différence derrière pour la confiance du marché. Et donc les flux aussi, ne l'oubliez pas. Ce que l'on regarde sur le 10 ans américain, pour moi, donc ça c'est obligataire, donc si le prix des obligations monte, les taux baissent, et inversement, c'est qu'on stagne. Donc vous voyez qu'on achète encore les marchés, etc., mais on joue pas, on est dans ce ballottement. C'est ça la transition, c'est ça. C'est en gros entre 96 et 101 et des poussières, c'est une phase de neutralisation. Si on arrive à casser par le haut, pour moi, on jouera de plus en plus la récession, mais plus on joue une pente douce, plus on joue la récession classique, plus on joue la pente raide, plus on joue l'événement de marché, en mode crise de crédit, crise de la dette, etc., crise des liquidités. Mais derrière, je veux dire, on peut très bien se jouer le ballottement ici. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien avoir une montée des prix de l'énergie qui remet en doute pendant quelques semaines, quelques mois, la désinflation, qui remet en doute également le stop sur les taux. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit, ça sera une remise en doute court terme, parce qu'à un moment donné, on va bien réaliser que de toute façon, les banques centrales, même si l'inflation remonte, c'est quelque chose sur un laps de temps qui est dû à l'énergie, le temps que la désinflation et le ralentissement économique commence à impacter le reste, qui compensera. Et également, les banques centrales, les taux, elles ne peuvent pas réellement les monter beaucoup plus que ça, sans déclencher elles-mêmes, justement, crise de crédit, crise de liquidité un petit peu plus dure, parce qu'il faut bien le dire, hein, vous avez énormément de foyers et d'entreprises qui ont profité de crédits très bas avec le Covid, mais qui vont devoir les refinancer à un moment donné ou à un autre, et ce refinancement, c'est 2024-2025. Donc il y a encore un petit peu de temps, mais à un moment donné, si vous voulez, quand vous avez financé vos activités et que vous avez eu un boom économique et que vous avez financé à quasiment zéro et que vous vous retrouvez en 2024-2025, on verra économiquement, mais en gros, on ne sera pas mieux économiquement, donc on ne sera que moins bien, et vous devez vous refinancer à ce moment-là à du potentiellement, je sais pas, 3, 4, 5%, on verra en fonction des anticipations économiques, où seront les taux, mais voilà, potentiellement, c'est pas la même. Et en plus, vous devez refinancer dans potentiellement une croissance qui est moindre. Donc, du coup, pour moi, le ballottement, finalement, le marché de taux nous le donne, le ballottement. Tout ce qui se passe ici, c'est du ballottement.
On hésite entre les deux. Un coup, on a peur de l'inflation, un coup, on a peur de la récession, et on attend la sortie. Ça sort par le bas, on rejoue un coup d'inflation, de pression inflation, remontée des matières premières, etc. Mais pour moi, finalement, si vous voulez, c'est même si on joue ce coup de pression à nouveau sur l'inflation et sur la hausse des matières premières, ça ne fera que renforcer à moyen terme l'impact du ralentissement économique et de la récession à venir. Donc c'est ça qui est important de bien comprendre, si vous voulez, c'est de ne pas prendre les éléments juste à court terme et de se faire balader comme ça à toutes les stats, c'est de bien comprendre derrière ce ballottement court terme, ce qu'il est en train de mijoter également pour le moyen terme. Alors j'espère que je suis le plus clair possible, mais en gros, voilà, c'est l'idée. Au niveau du pétrole également, alors on va voir si on est dans la capacité de relancer la tendance haussière, mais ça, graphiquement, d'un point de vue purement graphique, c'est une congestion qui est très intéressante. Alors évidemment, quand on parle récession, ralentissement économique, on a du mal à se dire le pétrole va monter. Ça serait une hérésie. Mais vous pouvez toujours avoir, par des pressions géopolitiques et autres, justement une congestion qui sort par le haut et qui va relancer une hausse potentiellement de 10-15%, sans remettre en cause, si vous voulez, une espèce de très large construction, hein. Donc on ne peut pas dire qu'on repart à la hausse d'une manière très long terme, mais ça peut suffire à mettre une pression supplémentaire sur le consommateur, et donc in fine sur le ralentissement économique et la récession. Et après coup, avec la baisse du pétrole, hein. Je vous invite à regarder les graphiques du pétrole justement dans les années 2007-2008. La baisse du pétrole ne s'est faite que après une hausse qui a fini, en gros, entre guillemets, d'achever le consommateur et les entreprises. Donc là, on regarde la congestion. C'est pas fait encore, mais on retrouve la neutralité. Vous êtes dans un ballottement neutralisation. Donc là aussi, il faut s'attendre à une phase un petit peu de ballottement. On est entre deux bornes et on a besoin soit de casser par le haut, soit de casser par le bas pour privilégier la prochaine sous-vague. L'euro-dollar, c'est intéressant aussi, l'euro-dollar. Donc le dollar continue de baisser. Même chose, on est en train de revenir vers une zone aux alentours des 1,12. Il y a la zone à 1,15 également qu'il ne faut pas négliger, qui est une oblique très long terme. Mais à ce stade-là, on continue le rebond sur l'euro. Donc c'est plutôt favorable évidemment pour tout ce qui est métaux, c'est favorable également pour tout ce qui est marché émergent, favorable également pour l'Europe. Hein, je ne parle pas aux entreprises, je parle d'un point de vue marché. Donc voilà, mais à un moment donné, même chose, on va bloquer sur un niveau, certainement la zone des 1,12, et on va construire la figure. Et même chose, on va se retrouver dans un ballottement, dans une congestion. Et tant que vous ne sortez pas par le haut ou par le bas, vous n'avez pas la prochaine sous-vague à jouer. Donc on rentre dans ces phases, si vous voulez, pour moi, de congestion, de ballottement, de figures en construction, qui peuvent être plus ou moins larges, et donc ça peut plus ou moins durer. Hein. C'est clairement la question. Et on la commentera au fur et à mesure. Quand on va regarder l'or, on va retrouver ça, sauf que là, on est en train de monter en exponentiel. On va certainement buter sur les plus hauts, voire les dépasser un petit peu pour faire dépenser un petit peu d'encre à tous les adorateurs de l'or à 5 000 ou à 10 000 $. Ce sera celui qui a l'objectif le plus élevé pour faire parler de lui. Toujours pareil. Mais même chose, à un moment donné, il va falloir consolider cette hausse-là. Et très certainement, ça sera là aussi, si on commence vraiment avec la baisse du dollar, ce que l'on voit, donc c'est le différentiel de taux également qu'il y a entre la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine. On joue également le côté ralentissement économique, mais si jamais on a des éléments de crise qui rentrent en ligne de compte, le dollar reste aujourd'hui une protection. Donc il ne faut pas l'omettre. Il ne faut pas omettre également les taux réels. Quand on parle de taux réels, donc c'est comparer les taux actuels à l'inflation. Et donc comme l'inflation baisse et que les taux restent à peu près au même niveau, on revient, si vous voulez, à un moment donné, à des taux réels qui sont positifs, proches du positif. Alors après, ça dépend. Ça dépend actuellement sur qu'est-ce que vous prenez, les taux à 10 ans, les taux à 3 ans, des taux à 1 an, mais concrètement, ça aussi, ça a une incidence très importante, notamment sur l'or et d'autres actifs qui ne délivrent pas de rendement, de dividendes.
Donc là, on va regarder. L'argent, c'est pareil, ça part en ligne droite. Alors, on laisse faire, hein, on suit le mouvement, etc. C'est de la hausse, mais il faut s'attendre à un moment donné à ce qu'on bloque sur un niveau et que l'on demande une construction qui certainement restera volatile. Mais éventuellement, je veux dire, avant de parler de retournement haussier long terme, il y a encore un petit peu de boulot, mais la forme, ça prend bien forme. Mais comme vous avez vu, il a fallu 2 ans pour construire la phase de correction, qui là, éventuellement, on est en train petit à petit de construire la phase de retournement et la phase de cassure de cette phase de contraction. 2 ans, donc c'est pas rien, on est sur des mouvements qui prennent du temps et qui sont très longs. Ce que j'aime bien regarder également, c'est le cuivre. Donc là, concrètement, on avait anticipé la reprise de la Chine, et ce que l'on voit là, c'est la stagnation. Donc c'est ça qui est important, si vous voulez, hein. Dans les résultats des entreprises, etc., on va nous parler de la reprise de la Chine, etc. Mais quand vous regardez les métaux, on est quand même sur des éléments où on anticipe, et à ce stade-là, on le voit, la reprise a déjà été jouée, et là, ce qui se joue maintenant, c'est, ok, est-ce que la reprise peut continuer à être forte dans la demande, ou est-ce qu'on se met plus en retrait, en mode, bon, ben, l'essentiel est passé. Et après, évidemment, dans les cours du cuivre, il y a toujours la loi de l'offre et la demande, très liée donc par rapport à l'économie chinoise, mais aussi intégrer le fait que, on le sait, on manque un petit peu de cuivre, les stocks sont pas très hauts, etc. Bref, il y a ces éléments de, 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 de capacité au niveau des matières premières qui seront les enjeux des 10 prochaines années. Je veux dire, avant de penser que tout le monde est vert, il y a un certain nombre de problématiques en termes de métaux. Mais ça, on en a déjà parlé, hein, il y a 3 ans, 4 ans même, facilement. Donc ça reste tout à fait ça. Un petit coup sur le DAX, donc on est en train de casser les plus hauts récents à ce stade-là. Bon, ben, rien ne sert d'anticiper. Évidemment, vous pouvez vous dire, ok, ça va revenir sur 15 003, ok, pourquoi pas, mais ça serait qu'un pullback pour refermer quelques gaps, etc. Ça serait ça, mais ça ne remettrait pas en cause la tendance haussière à ce stade-là. Donc pour l'instant, c'est haussier point bas. Éventuellement, il y a encore de la marge à la hausse. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'anticiper déjà la fin. Et je dirais qu'à moyen terme, au-dessus de cette zone des 15 300, on va rester positif. Et à long terme, au-dessus des 14 700 à peu près. Voilà, c'est positif, c'est des éléments positifs. Et si on souffle, ok, très bien, ben on souffle, mais il ne faut pas parler tout de suite de retournement baissier. Ce n'est pas, à mon avis, des choses qui se feront du jour au lendemain, sauf éléments de marché, bien entendu, qui par nature et par définition sont imprévisibles. Mais voilà un petit peu où on en est. Alors après, évidemment, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que finalement le ratio gain-risque, on vaut la chandelle? C'est la seule question en fonction de votre profil. Mais quand vous allez voir à l'intérieur des indices, alors le DAX est beaucoup plus diversifié que le CAC 40, mais quand on va voir à l'intérieur des indices, après la question à se poser, c'est quand je regarde mes 40 valeurs du CAC 40, bon, ben, j'en ai moins de 10 qui sont globalement dans des situations graphiques qui sont intéressantes et belles. Le reste, c'est beaucoup plus compliqué déjà. Allez, petit intermède, enfin en bas âge. Donc, globalement, le CAC 40, c'est toujours ouvert, hein. On peut aller chercher 7550, 7580, 7600, je dirais, voilà, cette zone-là. Il faut pas la négliger. Et après, en termes de conso, je veux dire, la première idée, ça sera cette zone-là des 7390 à 7340 avec la fermeture de ce gap. Ça sera globalement ça l'idée. Et il faudra y voir une conso au prorata de la hausse, parce qu'il faudra bien souffler à un moment donné. Mais avant de parler de retournement baissier, voilà, il va falloir se lever un petit peu de bonheur et repasser en dessous des 7002. Donc là aussi, après, on verra comment on consolidera. On aura le temps d'en reparler, bien entendu, mais il faudra s'attendre certainement à une figure assez large. Ensuite, avec pas mal de zigzags, donc pas mal pour les traders. Pour les investisseurs de moyen à long terme, il y aura certainement beaucoup de zigzags, donc beaucoup de neutralité pendant un certain temps. À moins, encore une fois, d'un événement de marché, mais ça, voilà, on ne peut pas vraiment prévoir, mais je serais tenté de dire que globalement, de toute façon, tant qu'on va rester au-dessus des 7000 maintenant, qui va servir comme niveau vraiment psychologique en plus, on va rester positif. Ce qui m'intéresse plutôt pas mal actuellement, c'est de voir qu'on a quelques petits pans de l'économie qui commencent un petit peu à tirer la langue. On voit ça sur les semi-conducteurs.
Alors après, quand on va chercher dans le détail, ça dépend si on se retrouve en amont ou en aval de la chaîne, bien entendu. Enfin, ça va tirer la langue hein, sur le consommateur. Hein. Donc à un moment donné, si vous voulez, là aussi, on va passer aux actions, mais des résultats, c'est pas vraiment les résultats des banques ou du luxe qui sont importants pour moi, c'est le résultat plutôt de la tech dans le sens Apple, qui fera certainement potentiellement pivot dans ce que l'on est en train de vivre un petit peu sur ce retour de forme de la tech actuelle. Donc justement, passons aux actions. Alors, je pense pas que j'aurai le temps de monter deux vidéos, donc je vais faire tout en une vidéo. Et il y a des actions qui sont pas dans la liste de gauche, dont je parlerai plutôt en fin de vidéo, que je me suis noté à côté. Donc voilà, essayez d'aller au bout de la vidéo. Il y aura deux, trois actions en plus. Sinon, on va faire l'éventail un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir pour faire en mode suivi. Et ce que je trouve intéressant en premier lieu, c'est Alibaba. Donc on voit, hein, la Chine, c'est toujours une problématique, c'est pas une problématique de valorisation ou de perspective, etc. C'est une problématique toujours voilà, c'est pas vraiment investissable, il y a plusieurs réactions, et puis même si on redonne un petit peu de liberté aux géants, évidemment, parce qu'on ne veut pas se tirer une balle dans le pied, on voit qu'on met quand même beaucoup de limites. Hein, on fera en sorte toujours, si vous voulez, que la parole du parti soit bien intégrée dans toute intelligence artificielle qui sera éventuellement développée. Bref, pour moi, on a cassé un petit peu la dynamique. Ça reste de toute façon de la construction de retournement sur Alibaba. Hein. Faut pas, on est toujours dans la scission. Il faut en savoir un petit peu plus. Mais voilà, après, la problématique, si vous voulez, là, c'est pas le fondamental. C'est derrière le côté politique et donc le côté flux. Où nécessairement, quand vous êtes gérant aujourd'hui, si vous investissez sur des Chinoises et que ça se passe mal, le client vous pardonnera pas parce qu'il vous dira tout le monde le savait que c'était ininvestissable, donc je te dégage. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de gérants qui voudront pas vraiment prendre de risques. On voit des géants comme Tencent, etc., qui petit à petit sont en train de vendre des bijoux de famille aussi. Clairement, je trouve que pour du swing trade, etc., ça reste toujours des valeurs qui sont importantes. Il ne faut pas omettre qu'on joue sur des ADR côté aux US et qu'à un moment donné ou à un autre, on remettra sur la table, évidemment, que ça se fera dégager de la cotation. Donc, c'est pas sans risque, évidemment, pour le long-termiste. C'est pour ça que moi, je rentre sur des valeurs chinoises, mais uniquement pour jouer des tendances sur quelques jours, quelques semaines. Essentiellement, j'éviterai voilà, de faire beaucoup plus à ce stade-là. Apple, sinon on en a parlé, je pense que c'est vraiment les résultats qui seront attendus au tournant. Et éventuellement, je veux dire, on a encore de la marge. On peut aller chercher les 170, hein, pourquoi pas, 169, 170. Mais on reste, vous le voyez, dans une figure très large. C'est ce dont je vais vous parler. Vous pouvez avoir pas mal de fluctuations d'un point de vue trader, qui sont très intéressantes. Mais d'un point de vue investisseur, ben, globalement, depuis 1 an et demi, voire presque 2 ans maintenant, vous êtes allé nulle part. Okay, et ça, je pense qu'il va falloir s'y attendre très certainement pour tous les investisseurs passifs et compagnie. Il y a des périodes voilà, qui peuvent durer quelques mois, quelques années. Et il faut éviter, comme je le vois sur tous les réseaux, de projeter sur le futur proche ce qui s'est passé ces dernières années. Je pense qu'on se met un doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et au contraire, il faut bien comprendre que les tendances, si vous voulez, vous avez des longues périodes en bourse qui peuvent arriver historiquement, où pendant plusieurs années, vous avez surtout des gros zigzags dans des grosses figures. Mais pour l'investisseur long terme, il ne s'est rien passé, mais c'est l'investisseur actif qui a raflé la mise. Donc ces dernières années, évidemment, dans un profil de baisse des taux chroniques et compagnie, on l'a pas trop senti. Mais c'est typiquement les rotations, etc., les cycles. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que ces 10 dernières années, on a eu un alignement des planètes, que ça sera le cas encore pour les 10 prochaines. Donc ça, c'est important de bien comprendre que la roue tourne. En tant qu'investisseur, bah, c'est justement notre objectif et la clé, c'est d'avoir cette capacité de faire tourner notre portefeuille beaucoup plus rapidement que des professionnels. Et donc de profiter des écarts et de l'inefficience du marché. ArcelorMittal, du coup, ça m'intéressera aussi de regarder. On est en train, là aussi, voilà, de construire des figures plus ou moins larges de congestion. Et ça sera intéressant pour savoir un petit peu comment le marché entrevoit la suite dans le terme de récession. Mais n'omettez pas aujourd'hui qu'on paye de ce type de dossier-là très peu cher, avec des PER de 4, 5,
voire moins, hein, il y en a qui sont à 2, on les paye très peu cher parce que justement on joue plutôt le haut de cycle, la récession, mais à un moment donné, si on se rend compte voilà, qu'on reste dans une politique, si vous voulez, où les taux certes vont baisser, l'inflation certes va baisser, mais on reste à des niveaux qui sont plus élevés que ce qu'on a connu ces 10 dernières années, donc on change un petit peu de range, etc. Comme je disais ce matin sur l'académie, je veux dire, les moins de 20 ans ne connaissent pas ça, mais si vous regardez les valorisations sur toutes les valeurs value et les niveaux de PER et de valorisation par rapport à l'EBIT, au cash flow que l'on donnait dans les années entre 2004 et 2008 au secteur, on ne payait pas 4 ou 5 fois. Hein. On était prêt maintenant à payer des mines de cuivre, hein, je m'en souviens bien, j'en avais une, on était prêt à payer ça 40 fois, hein, les profits. Vous aviez des montants colossaux de dettes, etc. Après, vous avez eu justement la crise des subprimes qui a fait que plus personne n'en a voulu et qu'on a créé un nouveau cycle sur les valorisations de la croissance. Mais la roue tourne, si vous voulez. Hein. Et tout ça, c'est fait de cycle. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est la même chose. Vous avez des périodes de transition qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Et ensuite, les tendances qui émergent. Mais il faut bien comprendre que tout ça, voilà, ça prend du temps. Donc on ne va pas passer du jour au lendemain à la croissance c'est de la merde et je n'achète que l'actif tangible. Mais pour autant, il faut bien regarder un petit peu ce qui se passe également sur ces actifs tangibles, ne pas omettre qu'il y a eu quand même un bon retour des flux, et que pour l'instant ce n'est pas suffisant pour vraiment déclencher des grosses tendances en mode tout le monde va préférer du ArcelorMittal que du Hermès, ok, c'est pas demain la veille, mais globalement c'est ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir aussi. Donc quand vous avez des PER à 2, 3 qui ne prennent pas preneur, c'est bien parce que vous avez des conditions de marché, mais à un moment donné, si vous voulez, vous pouvez vous retrouver dans les mêmes conditions de bénéfices, etc., de la valeur, mais on acceptera de payer 10 fois, 15 fois, 20 fois les profits à ce moment-là. Parce qu'on aura des conditions économiques qui seront différentes, parce qu'on ira rechercher autre chose que ces 10 dernières années. Et ça, il ne faut pas omettre que ça change. Je vois sur les réseaux beaucoup de personnes qui publient qu'en gros, avec des stats sur les 10 dernières années, qu'en gros, ça ne sert à rien d'investir sur autre chose que les US, et ça ne sert à rien d'investir sur autre chose que les valeurs technologiques. Oui, la technologie c'est important, mais je veux dire dans les années 2000 c'était très important, dans les années 80 c'était très important, donc ça a toujours été très important, hein, la technologie. Vous avez en effet toujours de l'exponentiel sur la croissance, la productivité que ça peut avoir, l'intelligence artificielle, tout ça, on ne remet pas en cause tout ça, mais il faut comprendre à un moment donné que vous avez un niveau de taux, vous avez un niveau de croissance économique, vous avez un niveau d'inflation qui font que les investisseurs vont privilégier et accepter de payer un certain nombre de fois des profits, parce qu'il y a une récurrence des revenus, parce qu'il y a une visibilité sur ces revenus-là, que vous n'obtenez plus éventuellement sur d'autres valeurs dans des conditions. Alors, les planètes ne sont pas nécessairement alignées, et on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est important, je pense, pour moi, d'éviter de penser de la même manière, d'éviter de penser que parce que sur les 100 dernières années, la bourse n'a fait que monter globalement, même si vous avez eu des périodes de 10-15 ans où vous avez subi du zigzag, mais comme c'est arrivé que 2 fois, on l'oublie. Se projeter à penser que vous allez avoir les mêmes niveaux de hausse sur les 100 prochaines, c'est se dire qu'on va avoir les mêmes niveaux de hausse démographique, qu'on va avoir les mêmes niveaux d'essor de productivité, alors qu'on est en exponentiel. Donc oui, le schéma peut encore continuer, mais est-ce qu'on peut être sur les mêmes niveaux? Ça, c'est la question. Regardez les profits des sociétés également. Beaucoup de personnes vont vous expliquer que l'économie, c'est n'importe quoi, que le CAC 40 sur ses plus hauts, c'est n'importe quoi. Mais regardez les niveaux de profit. Les niveaux de profit n'ont jamais été aussi hauts. Et surtout, sur les dernières années, et le Covid y a aidé, et l'inflation y a aidé également, ces profits ont été démultipliés alors qu'ils étaient déjà en exponentiel sur les 5 dernières années entre 2015 et 2019. Donc on n'est pas là par hasard non plus, c'est ça qui est important, il y a quand même une corrélation entre l'économie et les sociétés et les niveaux de valorisation des sociétés. C'est ça aussi qui est important de bien comprendre, mais la seule question à se poser c'est est-ce que c'est durable? Alors pour certaines entreprises, oui, d'autres entreprises
naîtront et disrupteront et donc créeront de la valeur, mais pour un certain nombre d'autres entreprises qui sont aujourd'hui potentiellement, qu'on considère comme les leaders et des bons dossiers, potentiellement que ça sera beaucoup plus compliqué à l'avenir. Donc l'idée là, ici, c'est juste d'ouvrir votre chakra, quoi. C'est d'ouvrir le monde des possibilités et de ne pas vous enfermer dans ce que je vois continuellement. C'est parce que ça a marché dans le passé, ben ça va continuer de marcher dans le futur. C'est pas nécessairement vrai, et je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur intellectuelle, d'une part, et ensuite d'opportunités à justement essayer de sortir des sentiers battus. Parce que, en gros, lorsque beaucoup de gens commencent à penser ce genre de choses, c'est qu'on est dans la transition. Et si vous regardez les marchés au jour le jour, vous n'en avez pas l'impression, mais si vous dézoomez sur les graphiques dans des unités de temps longues, vous voyez que ce qui est en train de se construire a un potentiel d'un changement et d'une rotation qui peut durer ensuite des années. Après, voilà, c'est des choses qui peuvent mettre des mois, voire encore des années à se mettre en place, mais on est là pour ça. La grosse partie de notre taf, c'est d'observer. Je passe, j'ai fait un petit peu un gros laïus, mais hop, c'était ma petite réaction. ASM International, donc comme la plupart des semi-conducteurs, on consolide, mais ma foi, on a le droit de consolider, hein, on a eu un bon run, on n'est pas à l'abri de revenir chercher les 340 €, mais tant qu'on va rester au-dessus de cette zone-là, ben, on considérera que le run, c'est toujours de la tendance haussière, que c'est juste de la conso. Atos, ben, on a perdu notre élément spéculatif, hein, donc on rebondit un petit peu, mais on rame quand même. Donc pour moi, il faudra au minimum revenir au-dessus des 12,50 € pour se remettre un petit peu la tête à l'endroit. On patiente. Il y a quelques titres comme Eurofins Scientifique, Biocinex, qui sont dans les tendances baissières, indéniables, mais où il y a des rebonds techniques éventuellement à jouer. Je pense on peut peut-être rejouer la zone des 10,70, 10,80 sur Biocinex par exemple. Avant de parler de retournement, il faudra attendre, mais déjà entrevoir ce rebond-là, voir ensuite comment il congestionne, et après se dire que le marché peut potentiellement commencer à revenir sur ce genre de valeur-là. Dans la santé, on voit avec des bilans qui sont pas trop dégueulasses, et on voit aussi pas mal de biotech, hein, les flux qui reviennent sur pas mal de biotech, alors surtout aux US, mais les graphes sont pas non plus dégueulasses sur toutes ces valeurs-là, ou dans l'éventail large de la santé. On voit qu'on a fait d'abord les grosses, mais on est en train d'élargir un petit peu le spectre. Au niveau des bancaires, moi je pense que les résultats seront très bons, hein, et je pense que le marché ne s'y trompe pas déjà. On a déridé globalement tout le risque. Donc là, il y a quand même des points d'impact qui peuvent faire résistance, hein. Il y a cette zone ici des 60 € pour arrondir, et puis après il y aura cette zone de gap, mais pour l'instant on a une reprise en V, mais voilà, ce qu'il faut là, c'est cette zone-là va être assez importante pour la suite. On a une large zone, si vous voulez, pour voir un petit peu comment ensuite on construira dans cette zone-là, tenir les supports. Mais là aussi, je veux dire, tout le monde alors ce qui est énorme, c'est que tout le monde a cassé du sucre sur les bancaires en disant elles n'ont rien fait depuis 2008. Il faut comprendre la mémoire du marché, hein, quand vous êtes pris une énorme benne justement en 2008, et derrière les flux ne reviennent pas sur ces valeurs-là, ils ne reviennent pas pendant un cycle, ils se déportent. Donc voilà, un petit peu ce qu'il faudra regarder, mais je pense qu'il ne faut pas tuer globalement les valeurs. Regardez sur des graphiques mensuels, etc. Je veux dire, oui, vous pouvez vous dire, il y a deux façons de voir les choses. Vous pouvez vous dire, ça fait 10 ans que ça n'a rien fait, ce qui est vrai, mais vous pouvez aussi vous dire, en fait, ça fait 10 ans qu'on consolide à plat et qu'on fait une congestion. Et globalement, si au prochain cycle, si on a envie de vraiment valoriser les banques comme on a pu les valoriser au cycle précédent, hein, ça existait, hein, de valoriser des banques à 30 fois, 40 fois, 50 fois les profits, hein. Bon, c'est ça qui est important, je veux dire, comme ça a existé de valoriser des boîtes de croissance à 200 fois les profits. Et tout, il y a un temps pour tout, il y a des cycles, ok, et donc il faut bien comprendre que c'est justement là le moment où tout le monde se dit, bah, pendant 15 ans, les banques n'ont rien fait, etc., donc ça va continuer à rien faire, qu'il faut avoir un petit peu un avis contrariant. Et il faut se dire que tant qu'on n'en a pas les signes, etc., mais regardez les graphiques en mensuel, si vous cassez les plus hauts, les résistances, les 70 € sur du BNP Paribas, ben vous pouvez avoir un cycle. Vous pouvez avoir un cycle de retour sur les bancaires. Vous pouvez avoir une revalorisation des bancaires, etc. Et on est sur des niveaux de profit aujourd'hui sur les bancaires qui sont bien au-delà de ce qu'ils étaient sur les 2007-2008.
Ok, et de manière plus saine en plus. Donc veut dire qu'on peut décider à un moment donné de valoriser à des ratios plus importants que ce qu'on avait pu valoriser. Donc ne jamais dire jamais, je pense que c'est ça qui est très important, et surtout s'éviter de s'enfermer dans des idées comme ça, en disant les bancaires c'est de la merde, ça fera jamais rien, etc. Vous avez un marché qui a voulu dérisquer pendant des années. C'est ça qui est important. Vous avez eu un cycle de taux, de désinflation, même de déflation, etc., qui a fait que les flux se sont portés essentiellement sur ces éléments-là. Voilà, donc j'ai fait mon petit topo. Voilà, Bouygues également, ça rentre dans cette ligne de compte, Bouygues. Ça n'a rien fait depuis 20 ans. Ok, très bien. Globalement, après, voilà, c'est toute la différence entre du court terme, regarder les unités de temps journalières, etc. Et dézoomer de temps en temps, regarder des graphiques, même pas en hebdomadaire, en mensuel. Et vous allez vous rendre compte que, oui, ça n'a rien fait. Mais globalement, on arrive aux fins de congestion. Donc c'est une question de quelques années pour se dire, est-ce qu'on ne changerait pas de cycle? Bon, je pense que j'ai prêché pour la paroisse. À titre personnel, si les valeurs de croissance continuent de monter, etc., je n'aurai aucun scrupule, je continue d'acheter les valeurs de croissance. Mais voilà, il faut garder un œil sur ce genre de choses-là. Il faut garder un œil et juste pas se regarder dans le passé en se disant ça n'a rien fait. Justement, parce que ça n'a rien fait, c'est se projeter et se dire dans quelles conditions ça pourrait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut changer dans l'économie pour que ça fasse quelque chose. C'est ça qui est vraiment important. Voilà, donc bon, Bouygues, à court terme, on est en train de casser une petite résistance ici. Bref, on est dans une volonté de retournement aussi. Il y a encore des niveaux très importants de résistance au-dessus de la tête, etc. Mais ça fait partie des valeurs comme Accor et compagnie qui sont sur des gros socles actuellement et qui, ok, à ce stade-là, à court terme, vont pas vous rendre riche, mais globalement ont un aspect défensif qui rentre en ligne de compte aussi. CGDIM, ça, c'est en train de consolider. Je laisse faire un petit peu, je passe un petit peu rapidement, je n'ai pas grand chose à dire. Tiens, CGG, ce matin, je proposais justement de dire fermeture du gap avec la moyenne mobile 20 en mode support. On a fait la mèche ici. Ça sera intéressant sur les valeurs du pétrole de voir comment elles réagissent à des stades de type vente du détail. Les valeurs tech aussi, hein, globalement. Donc pour moi, voilà, c'est peut-être pas celle-ci encore qui fera le penchant, mais ce qui va beaucoup plus m'intéresser, c'est est-ce qu'on va commencer à avoir plus de volatilité avec des valeurs de vente au détail, alors que mon bureau est devenu une autoroute pour mon fils. Voilà, on va essayer d'aller au bout. Dassault Systèmes, ça aussi, ça se regarde sur cassure de l'oblique. C'est ça qui donnera le signal. DBV Technologies, on joue une news, hein, il faut une news, il faut casser cette petite oblique, casser la résistance horizontale, et là, vous avez un signal qui peut être intéressant. Je vous avais montré quelques petits titres la semaine dernière. Alors, ils sont petits, ils sont illiquides, donc pour la majorité des gens, c'est vraiment inintéressant. Mais ça se regarde d'un point de vue graphique, c'est quand même pas dégueulasse ce qui se crée, c'est typiquement ce qu'on veut rechercher, avec un peu plus de volume quand même, parce que sinon c'est pas joli. Donc voilà, ça se regarde aussi. D'un point de vue graphique, c'est voilà, si on retrouve ça sur une valeur qui est un peu plus liquide, etc., ben c'est le genre de trucs qui sont intéressants. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que si on commence à avoir du monde qui revient sur ce genre de titre-là, surtout en Europe, c'est quand même assez intéressant pour quelques petites rotations sur des petites capes. Ça peut se jouer, on le voit qu'il y a quelques trucs qui sont quand même pas inintéressants. Sinon, NJ, tout le laïus que je vous ai fait sur les vieux trucs qui n'ont rien fait depuis 10 ans, ben NJ rentre en ligne de compte. Vous avez du rendement et vous avez une tendance qui est en retournement. Alors, il faut s'attendre à un petit peu de volatilité, bien entendu, mais typiquement, ouais, moi, c'est le genre de titre. Je préfère rentrer du NJ dans un portefeuille long terme, honnêtement, que rentrer, je sais pas, du Google. Alors j'ai rien contre Google, je jouerai Google, mais je jouerai Google sur des tendances de quelques semaines, quelques mois. NJ, je la rentrerai sans la regarder. Alors oui, il y a le gouvernement, il y a les trucs, on peut se dire beaucoup de choses, mais il y a aussi une différence entre ce que vous faites sur un portefeuille dynamique, où on va essayer d'aller chercher de la performance, etc., et un portefeuille type bas de laine, long terme, où mon but c'est surtout de battre l'inflation voilà, de pas trop me prendre la tête globalement, sans pour autant aller chercher du tracker, parce que ça c'est ma mentalité d'investisseur, je préfère investir dans les titres en direct,
et essayer d'aller chercher un petit peu de surperformance, qui souvent se révèle de la sous-performance, mais l'idée, voilà, c'est d'aller un petit peu sur du défi intellectuel au-delà de choses, parce que bah, c'est mon activité première. Et ramer, là aussi, on est dans une espèce de ventre mou, donc on est en attente, mais pareil, c'est des graphiques à regarder sur le long terme, ça, c'est intéressant. Alors, ça peut prendre encore pas mal de temps à se mettre en place, mais c'est pas du tout inintéressant. Et donc là, quand on regarde sur le court terme, bah, on est un petit peu coincé. Donc on est en attente. Ce qui serait bien, c'est de redépasser la zone des 100. Voilà, mais alors ça va être très intéressant parce que si ce genre de valeur-là se remet à relancer à la hausse, on va, on relance le débat, si vous voulez, sur la récession, le truc, le machin. Le pire n'est pas certain. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ensuite, ESSO, c'est un petit peu là aussi de la construction de figures. Donc il n'y a pas grand-chose, ça mérite peut-être d'être un petit peu mieux dessiné, mais peu importe. Donc on est dans une très large figure, vous voyez, de congestion, et on est sous la médiane. Donc tant qu'on est sous la médiane, il n'y a pas de quoi s'exciter, il faudrait revenir au-dessus de la médiane, et là, ça serait plutôt pas mal pour se dire, on peut jouer peut-être la cassure à la hausse. LDSC, on est toujours dans la congestion, on navigue toujours un petit peu sur la zone de support, toujours la zone de résistance des 24 € à breaker pour donner le signal. Ah, GTT. Alors, on a à peu près les mêmes types de configs sur pas mal de pétrolières, enfin pétrolières au sens large, hein, euh, surtout européennes. Donc plutôt des phases correctrices euh, pétrolières, parapétrolières. Et ce qui va nous intéresser, c'est que là, on a eu une bonne réaction et donc on a les congestions qui se mettent en place. La question maintenant, c'est si on veut relancer un petit peu les tendances, il va falloir faire du truc de ce style-là. Alors ça peut prendre encore pas mal de temps, mais c'est ça qu'on a envie de voir, plutôt que, évidemment, un truc dans ce style-là. Donc qui relancerait un petit peu le biseau. Donc en gros, pas la peine de se précipiter, ça dépend quel type de profil on a, mais ça se regarde. Bon, le vieux monde, globalement, hein, c'est pas du tout inintéressant. Harmony Gold, donc on est en mode exponentiel, donc voilà, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, il faut pas, on sait que voilà, on va venir travailler potentiellement cette zone ici, mais il ne faut pas sous-estimer que vous pouvez avoir de la conso, c'est fonction du dollar, essentiellement, hein, et l'or pour moi est essentiellement fonction du dollar actuellement. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de volatilité, mais à ce qu'on garde, je dirais, la tendance de prédilection. Hermès, donc les résultats LVMH et d'Hermès ont été achetés. Mais voilà, bon, on fait une petite mèche haute, il faudra voir en clôture surtout, ce sera ça qui sera important. C'est pas suffisant pour vraiment parler de fin de tendance, etc. Mais bon, après, voilà, vous êtes dans une hausse exponentielle, donc il faut s'attendre là aussi à ce qu'on a laissé des gaps derrière nous, il faudra s'attendre à ce que certainement on vienne les tester. Pour autant, voilà, même si on peut avoir des consolidations pro rata sur ce genre de valeurs-là, il ne faut pas omettre que ce sont les valeurs qui attirent le plus de flux, donc ce sont les plus résilientes, les plus fortes. Donc c'est-à-dire que même si elles consolident, au prorata, les supports seront achetés. Globalement, on ne va pas retourner les tendances à la baisse du jour au lendemain. Inat Pharma, je continue à regarder, il y a quelques deals intéressants qui sont sortis, mais il faut passer cette oblique-là. Toujours la même chose, et la congestion est à suivre. LVMH, même chose que sur Hermès, je passe rapidement. Monakea, voilà, ça fait partie de ces petits titres, etc., où quand le CAC va se mettre à consolider, c'est là où ça peut être intéressant, où quelques flux peuvent se reporter sur quelques petites capes. Alors là, c'est vraiment des toutes petites. Mais on voit que ça peut spéculer, hein, globalement. Vous cassez cette oblique-là, vous pouvez avoir une bonne reprise de la spéculation sur ce genre de truc. Morel et Prom, ça ressemble beaucoup à GTT, donc de la congestion en biseau, un début de tentative de retournement qu'il faut casser ici pour revenir chercher les 4 €, et après on aura une congestion qui sera intéressante à moyen terme à se mettre sous la dent. Mitra, je vous l'avais proposé ça là la semaine dernière, alors c'est de la biotech belge en l'occurrence, mais on s'est remis là cette semaine, hein, on s'est remis dans les bonnes dispositions. Donc il y a cette zone là aux alentours des 3,30 qui est une zone de résistance. Alors c'est toujours pareil, s'il y a une news ça peut partir d'un coup, ou sinon il y a une congestion qui peut se mettre en place ici, et pour moi qui est une zone d'accumulation. Invalidation sous les 2,70, il faut bien entendu tailler la position. Nacon c'est aussi un petit titre, il y a les résultats qui doivent sortir la semaine prochaine il me semble, ou la semaine d'après, le 23 ou 24 avril, quelque chose comme ça. Il y a une congestion qui se met en place, encore faut-il la casser par le haut et aller chercher, je dirais, la zone des 2,40. Et évidemment, il faudra passer au-dessus de cette zone des 2,40 pour commencer à se dire que ça commence à aller mieux.
il y aura encore un petit peu de boulot. Nanobiotics, voilà, ça fait partie de toutes ces valeurs-là, c'est-à-dire que ici, donc voilà, tous ces petits titres, globalement, vous avez des phases de retournement, en plus il peut y avoir des news, c'est des biotech, mais n'omettez jamais de regarder un petit peu les niveaux de trésor. C'est pas des niveaux de trésor qui permettent de tenir la plupart du temps pendant ad vitam aeternam, donc il y a toujours des augmentations de capital qui sont un petit peu en épée de Damoclès. Donc voilà, quand je vous propose ce genre de titre, c'est pas pour un investissement long terme, hein, c'est pour de la spéculation, du dynamique, on joue un mouvement, on prend les profits, et à la limite on joue le second effet qui se coule plus tard, mais ça s'arrête là, hein, et avec des tailles de position proportionnées également. Donc Nanobiotics fait partie de ces valeurs biotech qui n'ont rien fait depuis un certain nombre de temps et qui là se remettent éventuellement dans une zone de congestion qui, si elle casse par le haut, peut déclencher la spéculation sur fond de news, etc. Nokia, ça fait partie des valeurs qui à long terme font pas grand chose, mais que je trouve pas inintéressantes pour du bas de laine, hein, et à court terme, on est en train de se mettre dans des dispositions pour breaker par le haut. Donc ça peut éventuellement pousser. Novacide, ça c'est de la pure spécu. Donc éventuellement, si on casse l'oblique là, on peut, et donc la zone, je dirais, des 66 cents, on peut avoir toujours de la spécu, etc. Mais même chose, hein, c'est taille de position à adapter, ça perd de l'argent, ils ont de la trésor, mais ils vont la bouffer assez vite, à ce rythme-là. Je sais plus, il y avait un procès en Angleterre, je sais pas quand est-ce que ça doit se libérer, ce genre de choses. Donc voilà, là on joue éventuellement un pic de spéculation, mais c'est tout. Et je dirais que finalement, beaucoup de personnes devraient éviter de jouer ce genre de truc. Orange, donc tout comme la majorité des télécoms, on a bien joué le côté défensif. Donc là, on est arrivé fermer ce gap ici. Bon, on l'avait déjà fermé là, mais globalement, on est arrivé sur la zone. On fait de la consolidation à ce stade, mais là aussi, regardez le graphique. Hein, ça fait 20 ans que ça fait rien, Orange. Mais, il faut jamais dire jamais. Donc pour moi, là aussi, c'est typiquement des valeurs de fonds de portefeuille qui peuvent être intéressantes. PayPal, également, c'est une des quelques valeurs tech qui n'a pas du tout bougé. Donc pour jouer un rattrapage, ça peut être éventuellement quelque chose d'intéressant. On a un débordement des 77-78 dollars, notamment, qui devrait être un signal assez intéressant. Et après, il y a surtout ce dépassement de la zone des 83 dollars qui là véritablement permettra de repartir en mode ce qu'on a fait sur du Meta, ce qu'on a fait également sur du Google. Mais voilà, il y a encore du boulot, mais elle est en retard, donc il y a peut-être un effet rattrapage. Ferricides, c'est la même chose, on est dans des configurations que je trouve intéressantes, graphiquement parlant. Après, voilà, c'est des titres qui sont très, très peu liquides. Mais voilà, si vous avez un débordement des 3 euros, vous pouvez avoir de la spécu, hein, et ça peut partir plus ou moins vite. Pierre et Vacances également, si vous avez un débordement ici des 1,72 €, on peut relancer la poussée haussière et aller chercher, pourquoi pas, une zone comprise entre les 2 euros et pourquoi pas les 2,20 €, 2,30 €, cette zone-là, jusqu'à ce bas du gap, jusqu'aux 3 euros. À ce stade-là, sinon vous avez Rheinmetall. Rheinmetall, donc on voit il y a des mouvements de volatilité, mais ça reste une grosse tendance haussière. Et vous avez la conso ici qui revient sur la zone des 257 €. Donc éventuellement la construction d'une figure intermédiaire qui peut rentrer en ligne de compte. On vient quand même des 150 en mode ligne droite, à quasiment 100% en ligne droite. On peut commencer à construire des figures éventuelles. Au niveau de Sanofi, on reste également très porté sur la santé, donc vraiment en mode défensif, fin de cycle, sur ce genre de choses-là. Donc ça reste positif, rien à dire, au-dessus de cette zone de gap-là, il y a de quoi rester positif. Au niveau de Sartorius, là par contre, on voit qu'on a eu du rebond. Alors sur cette zone de 270 € dont on avait déjà parlé, on a le rebond qui va chercher la moyenne mobile 20, mais ça reste une situation graphique qui reste compliquée pour l'instant. Alors en mode court terme, ça se tient, ça fonctionne, mais il faudra un peu plus de construction, un peu plus de chandeliers qui sont dans la capacité de revenir au-dessus des 310 € pour commencer à parler de retournement haussier. Pour l'instant, voilà, c'est de la réaction, mais voilà, ça reste faible. Soitec, j'ai été agréablement surpris, hein, quand ils avaient fait leur profit warning. Moi, je pensais que c'était un premier signal justement que le secteur commençait à tirer un petit peu la langue. Mais finalement, le marché a décidé de l'acheter. Donc voilà, on ne se prend pas plus la tête que ça, on est toujours dans la figure, on arrive sur la résistance oblique ici. Donc ça peut encore gesticuler un petit peu, mais on ne sous-estime pas qu'on peut éventuellement toujours breaker par le haut. Donc voilà, je dirais, on est dans le ballottement actuel où il faut comprendre qu'on peut être dans des figures plus ou moins larges,
et sans pour autant parler de relance haussière tout de suite sur ces valeurs-là d'un point de vue long terme, auquel je ne crois pas, il faut considérer que vous pouvez avoir des phases de rebond assez importantes. Solution 30. Alors, est-ce que Solution 30 va renaître un petit peu de ses cendres? Eh bien, l'issue, elle est là, c'est cette figure-là. Donc il faut réussir à casser par le haut, et si vous cassez ça par le haut, eh ben, on se permet de se libérer certainement le prochain niveau entre les 3,10 € et les 3,70 €. Mais voilà, c'est cette figure-là qu'il va falloir réussir à casser par le haut en premier lieu. Stellantis, ça continue d'être positif. En fait, hop, globalement, hein, ce qu'on a eu avec cette crise bancaire, c'est qu'on est allé chercher des niveaux de support qui nous permettent ensuite de construire les figures. Et on voit ces figures, donc du coup, sont larges. Donc on avait construit la résistance, on a construit le support. Tout ce qui se passe au milieu, c'est de la construction de notre figure, petit à petit. Et il faudra casser par le haut ou par le bas pour signifier la suite. Et là, ce que l'on voit sur Stellantis, c'est pareil, ça se paye pas cher, etc. Mais vous avez eu un cycle, là aussi, depuis 15 ans, on ne peut pas dire que Stellantis a fait grand-chose. Mais globalement, voilà, c'est ça qui devient intéressant, c'est les figures qu'on est en train de construire maintenant. Parce que de deux choses l'une, soit on casse ces figures-là par le bas, et ça veut dire qu'on sabre les valeurs cycliques et qu'on joue réellement le côté hard landing de la récession, etc. Soit on est dans la capacité de certes pas mal gesticuler en mode ok on se fait du souci sur la récession, mais finir par casser ces figures-là par le haut parce que finalement la récession n'aura pas été importante, parce que finalement le cataclysme financier, crise de la dette, tout ça ne sera pas arrivé, et donc on commence à jouer ces valeurs value-là sur un aspect où certes il y a de la désinflation, mais on reste sur des niveaux d'inflation à 2-3%, et puis ça aidera les dettes d'un petit peu tout le monde, donc on y a intérêt aussi. Et on commence à valoriser un petit peu mieux ces valeurs value. Et donc on finit par casser par le haut ces figures-là, et ça nous fait casser des niveaux de résistance assez importants sur le très long terme également, avec rotation de valeurs, etc., qui peut prendre le pendant. Alors, il faudra que le consensus s'y mette, etc., et ça se fera au fur et à mesure. Mais voilà le type de scénario si on se projette. Donc voilà pour Stellantis. ST Micro, également ça commence à ramer. Hein, donc on avait eu la réaction ici, ça pour moi c'est une certaine faiblesse. On voit, on joue là, cette zone de gap là, 47, qui joue un rôle de résistance. Donc sur la cassure ici par le bas, on commencera à faire du range un petit peu plus large. Donc on verra si on dessine un diamant plus tard, mais on verra. Stonco, donc ça c'est une petite brésilienne et cette figure-là m'intéresse beaucoup à moyen terme et la réaction qu'on a eue là a été très forte. Alors il y aura certainement une petite conso intermédiaire, mais ce qu'on joue évidemment c'est le break. Et le break, ça peut nous amener sur les 15 $, et ensuite ce qu'on peut viser éventuellement les 20. Alors après il y a des gourmands qui peuvent viser plus haut, mais je jouerai ça plutôt dans la première idée. En tout cas ce qui me plaît ce sont les volumes, ce qui me plaît aussi c'est qu'on profite du dollar. Donc ça pour moi c'est de la valeur qu'on peut éventuellement jouer sur break. On a vu la tentative ici en février, fausse tentative, là peut-être qu'on aura la bonne. Et sur conso, alors ça dépend comment on va consolider, mais j'en ai déjà une bonne position, mais j'aimerais l'accumuler globalement sur la zone. Si le marché me donne cette opportunité de revenir sur les 10 $, je la prendrai. Au niveau de téléperformance, il n'y a pas grand chose pour moi à se mettre sous la dent, tant que vous ne repassez pas les 230 €. Au niveau de Tesla, on a une congestion ici, donc pour moi c'est assez neutre, et ça va être très intéressant de voir comment on va en sortir. Parce que si on commence à sortir de Tesla par le bas, pour moi ça veut dire que le marché nous envoie un signal un petit peu en mode risk-off. Ça ne veut pas dire que toutes les valeurs vont baisser, toutes les valeurs technologiques, etc. vont baisser, mais ça veut dire globalement qu'on va commencer à naviguer avec du vent de face. Donc d'ores et déjà, ce que je vois hein, sur du Nvidia, sur donc secteur semi, etc., et du Tesla, c'est qu'on commence à graviter plutôt vers le bas des figures. Donc si on casse par le bas, ce sera pour moi le signal qu'on va souffler, qu'on va faire une pause sur l'aspect croissance. Et donc du coup, de se poser quelques questions sur l'aspect value. Mais voilà, donc c'est qu'une question. Donc il ne faut pas avoir de certitude sur la récession, etc. Je pense qu'il faut se détacher des indices. C'est très important actuellement. Parce que les indices en fait sont surpondérés sur une poignée d'actions, ils nous envoient une illusion.
Et donc, il faut vraiment trader ce que vous voyez sur le graphique de votre action. Et donc, regardez un petit peu plus spécifiquement les actions pour avoir un avis plus tranché, plus objectif sur ce que le marché dans son ensemble joue et pense. Et ce qu'il va potentiellement commencer à changer, ce qu'il a déjà fait, mais qui a commencé déjà à diversifier notamment les portefeuilles. Et donc, une fois qu'on aura fait cette diversification, on va, c'est encore, je pense, on est dans cette zone de ballottement, donc il va encore falloir du temps, mais c'est là où on va rentrer derrière dans les choix. Et là, on devrait avoir des tendances un petit peu plus affirmées. Au niveau de Total Energy, même chose, on est remonté en V. Donc rien à dire, c'est positif. Donc Total, ouais, j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, tant qu'on va garder cette zone de gap, ça va rester positif. Si vous reprenez cette zone de gap là, on commencera à parler de faiblesse. Mais à ce stade, c'est pas le cas. Trigano, on est sur la zone de congestion, donc il faut casser cette zone de résistance pour relancer un petit peu plus fort. Si on bloque là-dessus et que vous cassez ensuite les 116, c'est là où vous avez votre faiblesse. Donc globalement, voilà, ce qu'il faut bien comprendre actuellement, c'est qu'on n'est pas dans les grosses décisions encore, on est dans les phases de congestion, de ballottement, et c'est les sorties que l'on va faire maintenant qui vont être très intéressantes pour les choix de tendance les prochaines semaines. Ubisoft, ça continue de pas trop mal se défendre, hein. C'est toujours cette zone des 25 € à casser, et on ira chercher probablement le prolongement de cette oblique vers cette zone des 26,50 €. Et on continue d'être dans une tendance baissière, mais de créer petit à petit le rebond en mode escalier. Donc ne jamais sous-estimer que vous pouvez recasser par le bas très facilement ce genre de tendance-là, puisque la tendance de fond reste baissière. Valorex, ça continue de rester propre également, on a une congestion en gros, cette zone des 11,20 € et cette zone des 12,20 €, vous avez 1 € de congestion ici, et on est en attente de la sortie. Et la sortie vous donnera le prochain schmilblick à privilégier. Ventiva, on est toujours dans cette construction de figure. On est toujours dans cette construction de figure ici. Hop, et ce qui nous intéresse, c'est de tenir cette zone de soutien et de casser ici par le haut, la zone des 24 centimes. Et là, on aura un signal de retournement qui devra ensuite casser les 29 centimes. Et là, ça commencera à devenir beaucoup plus intéressant sur Ventiva. Visiomed. Alors Visiomed, je crois que ça m'a été demandé la semaine dernière ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais toujours est-il, c'est une tendance haussière, indéniablement. On peut dire qu'on est dans une large figure de congestion ici. Si ça sort par le haut, ça devrait relancer la spéculation et la pousser, pourquoi pas, vers les 60 centimes d'euros. À titre personnel, je trouve que ça se paye cher. Alors certes, la croissance, etc., tout ce qu'on veut, hein, c'est toujours la même chose. Mais il va falloir en gros qu'il délivre pour d'ores et déjà qu'on puisse considérer que ce qu'on paye actuellement est un bon prix. Donc voilà, bon, c'est une valeur de croissance typiquement, puisqu'on joue le graphique, c'est-à-dire que tant qu'on va tenir la zone des 37 centimes d'euros, on joue le profil qu'on est dans le haut de la figure et la probabilité d'essayer d'en sortir par le haut. Après, il y a plusieurs niveaux de résistance à casser avant de parler de ces 60 centimes d'euros que je vous ai dit. Et si on passe sous les 37 centimes d'euros, on sera dans le bas de la figure, et là, pour moi, il faudra être beaucoup plus prudent, parce que si vous n'avez pas le flux de volume sur cette valeur-là, fondamentalement, ça se paye cher, ou le prix, suivant comment on veut voir l'avenir. Mais globalement, l'avantage de ce titre-là, c'est qu'il y a du flux. Contrairement à beaucoup d'autres petites caps françaises, c'est, je pense, un avantage qui n'est pas à négliger. Je l'avais joué ici, hein, il y avait eu, je l'avais proposé, pas joué, mais je l'avais proposé globalement, et il y avait eu une bonne poussée ici. Donc là, ça se regarde. Ça se regarde, il faut tenir la zone des 37 centimes à peu près, et il faudra breaker ici par le haut, et il y a éventuellement un nouveau signal à jouer. Mais voilà, j'ai un peu de mal parce que je considère maintenant que c'est plutôt bien payé. Après, c'est une question de flux. Worldline, on a eu une bonne réaction hier avec une bonne mèche basse. Alors ça dépend comment on le trace, mais c'est l'oblique ici qui va nous importer. Alors il y a une bonne mèche basse hier, bonne prolongation aujourd'hui. Et par contre, avant de parler retournement sur cette valeur-là, alors, hop, il faudra réussir à dépasser les 39 à 41 euros. C'est ça qui sera important. Et les deux titres
parce que je vais raccourcir la vidéo, parce que sinon on va pas y arriver. Greatland Gold, j'ai acheté ça sur le LCE, alors c'est une minière, ils font plutôt surtout de la recherche, c'est une penny, hein, c'est une penny de chez Penny, donc c'est pas, c'est bien spécu, mais il y a une congestion qui se met en place. Donc si vous avez la cassure de l'oblique qui est en cours, plus de la résistance horizontale, c'est un truc qui peut pas mal pousser en mode spécu, avec, je sais pas, 30 à 40%, je dirais, en potentiel, c'est ce que je jouerais. Ça peut prendre du temps, et le titre fait, on le voit, une baisse assez chronique depuis 2 ans. Donc à voir si c'est le bon tempo ou pas. Ça reste des pence, hein, donc on est à 0,1 pence, etc. Donc c'est vraiment bien spécu. Mais voilà, pour certains types de profils, pour une taille de position limitée, on tente l'aspect graphique. Et Selectis, c'est de la biotech, donc c'est spéculatif également, mais il y a peut-être un petit quelque chose à jouer si on arrive à valider ici la figure de congestion et en sortir par le haut, ce qui permettra de repasser au-dessus des 2,40 €, 2 euros. Donc voilà, c'est ça qu'il faut regarder, c'est encore anticipé sur ce genre de choses-là. La majorité des gens, ils vont pas jouer. Ils vont attendre qu'à la limite, ça fasse un truc comme ça, que ça fasse ça. Et là, ça commence à devenir plus potable, je dirais, pour la majorité des gens qui veulent rentrer un peu plus à moindre risque. Donc ça, je présente des titres un petit peu en avance. C'est pour forger l'œil un petit peu et travailler ce genre de choses. Bon, je m'excuse pour la vidéo. Mon fils a décidé de faire une autoroute entre dehors et mon bureau. Et ça a été compliqué de lui faire entendre que c'était pas possible. Donc finalement, c'est comme avec ma femme, j'ai dit ok. Donc j'ai fait avec. Désolé pour ça. Vous aurez quelques cris d'enfants de 2 ans, mais je pense que ça ajoute à l'ensoleillement de la journée. J'espère que c'était compréhensible. Je garderai la vidéo, je vais voir. Si j'ai le temps ou pas, potentiellement la vidéo sera en une partie ou en deux. Je vois qu'elle est assez longue, mais j'ai aussi dérivé sur des projections un petit peu plus long terme et sur, je dirais, un mindset, hein, une philosophie à avoir sur les marchés. Je pense qu'il est important de toujours laisser le champ des possibles ouvert. C'est pour un investisseur et pour moi gagnant lorsqu'il est dans cette capacité d'être ouvert et d'être objectif sur beaucoup de choses plutôt que d'être enfermé sur un certain nombre de valeurs uniquement ou de cycles économiques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et surtout il y a beaucoup de choses et de cycles qui peuvent se passer à l'intérieur de plus grands cycles. Donc c'est là où il faut éviter, si vous voulez, de se faire complètement noyer par le court terme et par le très très long terme, qui ne nous intéresse pas parce que sur une vie d'investisseur, parier sur le très très long terme, c'est pas intéressant. Donc, moi, j'ai fait le choix de jouer les sous-vagues. C'est ça qui m'intéresse le plus, parce que ce sont ces sous-vagues-là qui rapportent, qui ont pour moi le meilleur profil en termes de temps passé et de gains et de prise de tête. Hein. Donc, c'est ce que j'essaye ici de vous expliquer, mais après, toujours est-il que le graphe détient la vérité. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux également et de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, quelles sont les valeurs éventuellement que vous privilégiez et celles qui vous intéressent peut-être que je peux inclure la semaine prochaine dans la vidéo, potentiellement plus au calme. Excellent week-end une nouvelle fois. Salut les graphes.